Bonjour, docteur Marc Girard. Bonjour. J'aimerais m'entretenir aujourd'hui avec vous sur la grippe porcine et plus particulièrement, faut-il vacciner nos enfants? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à un très proche passé, en gros, on savait rien sur la grippe, c'est-à-dire il y a très très peu de données épidémiologiques sur la grippe. On constate simplement qu'en période de grippe, eh bien, il y a en général plus de morts que en période de pas de grippe, qui sont très généralement, très majoritairement des sujets fragilisés comme les vieillards, les immunodéprimés. Et puis de temps en temps, parce que tout arrive en médecine, il y a quelques femmes enceintes, quelques jeunes gens et quelques enfants à qui ça peut arriver, sachant aussi que, en général, ce sont des enfants ou des femmes enceintes qui ont des facteurs de risque, mais tout le monde peut effectivement mourir de la grippe. Alors, donc, la première notion, c'est que tout message gouvernemental ou professionnel qui prétend faire des comparaisons avec les enfants aujourd'hui par rapport aux enfants l'an dernier, par exemple, c'est un message bidon. On n'a aucune donnée comparative qui permette de dire les enfants sont plus ou moins à risque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a donc des vaccins qui ont été développés, je l'ai suffisamment documenté, dans des conditions tout à fait, je dirais, scandaleuses, de précipitation. Alors, normalement, lorsqu'on développe un médicament correctement, déjà, on prend beaucoup de précautions à l'égard des enfants, c'est-à-dire on attend d'avoir de l'expérience avec ce médicament, et puis progressivement, on l'introduit chez l'enfant, les enfants comme les femmes enceintes, faisant partie de ce que j'appelle les espèces protégées de la recherche clinique. L'expression, elle est de moi, mais je crois que les gens comprennent bien. Là, on a donc un vaccin qui a été bâclé, et je suis désolé, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport de l'Agence européenne. On dit que ce vaccin a été développé dans des conditions exceptionnelles, et alors qu'on devrait être encore plus prudent avec les enfants, on nous dit qu'il faut vacciner les enfants. C'est absolument très préoccupant pour un spécialiste du médicament. C'est vrai que je me suis personnellement engagé, je suis descendu dans l'arène publique parce qu'il faut empêcher les gens de faire ce genre de choses. Par exemple, lorsqu'on va voir sur le site de l'Agence européenne, on se rend compte avec l'une des spécialités, il y a eu 400 enfants qui ont reçu le vaccin, et on a 2 qui ont fait une hépatite auto-immune, ce qui est absolument incompréhensible. Je n'ai jamais vu ça. Hépatite auto-immune, ça veut dire, selon toute probabilité, que les enfants en question, ils ont quasiment tué leur foie, ils vont se retrouver avec une cirrhose, avec une insuffisance hépatique. Et alors, on nous dit, ce qui est extraordinaire, on nous dit, c'est pas le vaccin. Bon, c'est pas le vaccin, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'on nous dise c'est le vaccin? On nous explique qu'il y a une rate enceinte qui est morte. Bon, quand on prend des rats pour faire des tests de médicaments, on est quand même inquiet quand ils décèdent. On nous dit c'est pas le vaccin, mais on nous dit pas qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'on considère que c'était le vaccin. On nous dit il y a 7 morts chez les gens qui ont été vaccinés, incluant beaucoup de volontaires sains, donc des gens en parfaite santé. On nous dit c'est pas le vaccin, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'on dise c'est le vaccin? Donc voilà. Hmm. Donc vous vous posez de sérieuses questions et vous avez été creusé. Il y a de nombreux cas qui ont été relevés d'enfants? Alors, Parce qu'il y a depuis des que photos qui passent sur Internet avec un petit enfant comme ça qui a une énorme boule, ça l'a complètement déformé. Est-ce que c'est vraiment des images? Est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que c'est une réaction ça, vraiment au vaccin? il faut se méfier des images comme ça. Je crois d'ailleurs que j'ai lu quelque part que c'était une mystification, que c'était tout autre chose. Bon, les images, on ne sait pas. Moi, je sais quand même, et je commence d'ailleurs à les publier sur mon site, je reçois des témoignages de confrères de la base qui se citent, qui disent je suis le docteur Intel, etc., et qui me racontent des choses absolument effrayantes, notamment, par exemple, chez les fausses couches, chez les femmes enceintes qui se font vacciner. Là, bon, heureusement, il n'y a pas encore eu beaucoup d'enfants qui ont été vaccinés, donc j'ai pas eu beaucoup de remontées au niveau des enfants. Mais en tout cas, les internautes peuvent se reporter sur mon site. Il suffit de taper Marc Girard et ça sort tout de suite. Et j'affiche un petit peu toutes ces données qui me remontent de la base et qui sont un modeste contrepoison
à l'entreprise de propagande sans précédent lancée par le gouvernement dans une affaire où donc quand même les déterminants promotionnels et lucratifs sautent aux yeux. Il ne faut quand même pas exagérer. Donc vous cherchez à regrouper un peu tous ces témoignages, c'est ça, sur ce site Disons que moi, j'ai rien demandé. Il s'avère qu'à cause de ma modeste visibilité dans le débat public, pas mal de gens qui se sentent isolés se tournent vers moi, des étudiants, des infirmiers, des confrères, pour me dire regardez, docteur Girard, ce que j'ai vu. Et puis bon, ensuite, moi, je pense quand même que oui, c'est intéressant de faire connaître aux gens ce qui se passe, faire connaître aux gens qu'il y a aujourd'hui des obstétriciens qui disent à des femmes enceintes, si vous vous vaccinez pas, je vous reçois plus, je vous suis plus. Alors, toutes les personnes qui ont l'expérience de ce que c'est qu'être enceinte, quand vous arrivez à 8 mois de grossesse et que votre obstétricien vous dit, moi, je veux plus vous voir, c'est effectivement très effrayant. Donc là, on est quand même dans des choses qui pose des problèmes déontologiques graves qui devraient appeler immédiatement une réaction de l'ordre des médecins, et si l'ordre des médecins ne réagit pas, qui devrait appeler une réaction du ministre de la Santé. Je vous rappelle par exemple que M. Bertrand, il y a quelque temps, quand il était encore ministre de la Santé, a réagi fortement lorsqu'il a estimé que le Conseil de l'ordre n'avait pas pris les mesures suffisantes contre les médecins qui boycottaient les patientes qui bénéficiaient de la couverture médicale universelle. Bien là, on attend de Mme Bachelot qu'elle dise qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce souffle? Comment est-il possible que le Conseil de l'ordre n'entreprenne pas les actions disciplinaires contre des médecins qui s'autorisent à des choses aussi contraires à la probité et à l'honneur de la profession? Parce que je vous rappelle quand même qu'en principe, le Conseil de l'ordre, il est supposé veiller à la probité et à l'honneur de la profession. Donc que fait Mme Bachelot? Donc il y a véritablement deux clans qui sont en train de se former au sein des médecins. Moi, j'aime pas l'expression clan, parce que l'expression clan, ça revient à faire basculer le débat dans l'idéologie. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Là, la question, elle n'est pas là. Moi, par exemple, j'ai été pas mal, au moment du lancement de la campagne de vaccination, j'ai été pas mal sur les plateaux télé ou radio. Bon. Lorsque j'ai des confrères en face de moi éminents, dont certains opèrent comme experts de Mme Bachelot, et que je cite les données de l'Agence européenne, qui sont actuellement les seules données d'évaluation qu'on ait à notre disposition. Là, je constate que mes confrères ne les connaissent pas. Il y en a un qui a osé dire l'autre jour sur une radio, il a dit, il a fini par dire, je ne connais pas le rapport cité par le docteur Girard, mais si ce qu'il dit est vrai, les vaccins n'auraient pas été autorisés. C'est absolument remarquable comme propos. Donc, si vous voulez, je crois que on est vraiment dans une entreprise de promotion mensongère, finalement, à l'égard du vaccin et à l'égard de la grippe porcine comme maladie dangereuse. J'ai fourni depuis hier sur mon site le nombre total de victimes comptabilisées par l'OMS. On doit être à 7 ou 8 000 aujourd'hui depuis le début de l'année. Je vous rappelle quand même que sur une grippe normale dont personne ne parle jamais, on en attend 300 000 à 500 000. Donc on est vraiment dans la mystification. Et c'est pas du tout un problème d'idéologie. Je pense en particulier que les gens, par exemple, ont parfaitement bien compris que moi, j'étais pas un anti-vaccinaliste, et je vais dire même, c'est la première fois en France qu'un débat sur les vaccinations peut sortir de la guerre de religion traditionnelle qui oppose sur ce type de sujet les pros et les contre. Et vraiment, là, on se rend compte qu'il y a un problème des garanties que peuvent offrir les autorités de santé contre les préoccupations lucratives des fabricants. On savait très bien, c'est pas un secret, je l'ai dit souvent, que les fabricants cherchaient à se refaire une santé financière sur les vaccins, parce que c'est des produits pas chers et qui peuvent rapporter gros. Bon, pas cher à fabriquer. Non, on le sait, ça, je veux dire, l'agroalimentaire cherche à faire de l'argent, toutes les industries cherchent à faire de l'argent. La réalité, c'est qu'il y a des verrous de sécurité. Là, on se rend compte que non seulement les verrous de sécurité ne fonctionnent pas, mais que ceux qui sont en charge de faire fonctionner ces verrous de sécurité se comportent au contraire en VRP des fabricants, allant même jusqu'à requérir, je l'ai dit publiquement et je le redis ici, allant même jusqu'à requérir la force publique pour aller liquider des stocks qui ont été achetés au terme d'un processus atterrant. C'est une honte.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour pas que ça se reproduise dans le futur, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, c'est effectivement mon souci principal. Bon, il commence à savoir que j'ai fait paraître un livre il y a environ un mois qui s'appelle, bon, à tort ou à raison, Alerte grippale. Mais alerte grippale, ça n'est pris que comme un exemple d'un processus très préoccupant où l'on voit bien que finalement le corps humain et la santé sont devenus un objet un champ commercial parmi d'autres. Donc, alertes grippales qui sont réinsérées dans un processus historique avec des précédents, et je parle notamment beaucoup du vaccin contre l'hépatite B qui a été une catastrophe sanitaire sans précédent dans notre pays, et puis bien entendu avec un point d'interrogation angoissé sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on nous réserve pour l'avenir? Là, je reçois de temps en temps par la bande des papiers de la façon dont l'OMS et un certain nombre d'experts sont en train de préparer la prochaine alerte avec cette fois-ci le H5N1 qui va être combiné avec le H1N1. Alors, je vous rappelle quand même que les Français, ils n'ont pas oublié qu'on les a embêtés pendant 6 ans avec le H5N1, c'est-à-dire la grippe aviaire pour ne pas la nommer. Bon, on l'attend toujours, la grippe aviaire. Là, la grippe porcine, je serais tenté de dire, on l'attend toujours. C'est pas très différent de la grippe aviaire. C'est simplement que, avec des chiffres qui sont proprement ridicules, je vous ai dit 7000 morts, là on en attendrait 300 000 au bas mot, on a réussi, ce qui est étourdissant, on a réussi à faire une alerte et les télés, les médias, les experts tournent en boucle pour dire oh là là, attention, il y a danger, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est désespérant, oui. Mais en même temps, il y a peut-être espoir parce qu'on voit de nombreux Français qui se passent l'information. L'information est diffusée sur Internet. Il y a quand même, ça n'a pas marché aussi bien qu'ils croyaient. Il n'y a pas eu de nombreuses Alors, personnes non plus qui se sont fait vacciner. ça va rester dans l'histoire d'Internet comme un grand moment. Le précédent grand moment, ça a été la Constitution européenne, où quand on suivait les médias, ben, les gens allaient voter massivement oui. En réalité, ils ont voté non, et ça, c'est vraiment Internet et Internet tout seul. Et là, sur la vaccination, c'est clair que ça va être une grande victoire d'Internet. La capacité dont des profanes finalement, auront réussi à se positionner contre la tyrannie des experts, à aller eux-mêmes auditer le discours des experts dans ses contradictions et ses invraisemblances, et puis, bon, qu'il me soit permis de le dire sans être suspect d'immodestie, à localiser des sources d'informations, de contre-informations qui sont crédibles. Parce que on a tous dit, je l'ai dit, on dit Internet c'est tout et n'importe quoi, c'est la jungle de l'information. Mais ce que démontre la situation présente et qui me paraît très très rassurant pour l'avenir, très encourageant en tout cas, c'est que oui, c'est vrai que les gens vont chercher n'importe quoi. Et vous me parliez de cette photo de bébé là tout à l'heure qui a circulé, dont on ne sait pas d'où elle vient et qu'est-ce que ça concerne. Mais je constate aujourd'hui, et j'en ai des remontées mais quotidiennes, des dizaines de gens qui m'écrivent, lorsque les gens trouvent sur Internet de la bonne information, ils la repèrent immédiatement comme bonne information et Ça ils diffuse. s'y tiennent. Mm. Et Ça ça diffuse. buzz. Merci. Auriez-vous un dernier petit message à nous faire passer pour conclure cette interview? Euh, oui, quand même, hein. C'est-à-dire que là-dedans, je suis comme expert, mais je suis également comme citoyen assez bouleversé par le drame du vaccin contre l'hépatite B, dont je répète ici qu'il a bien fait des dizaines de milliers de victimes, et que mon engagement est vraiment un engagement profondément humain avant tout, c'est-à-dire je ne veux pas que se reproduise dans ce pays un drame d'une telle ampleur. Mm. Merci beaucoup, Marc Girard. Merci.